Jamais je n'aurais imaginé devenir l'une de ces personnes, du genre à s'asseoir dans une pièce faiblement éclairée et à jurer, un tremblement dans la voix, avoir rencontré un Sasquatch en pleine nature. Et pourtant, me voici, assis dans mon studio exigu, le bourdonnement indifférent de la ville en toile de fond constante a fixé une tasse de thé réchauffée qui a de nouveau refroidi. J'essaie de mettre des mots sur quelque chose qui a fondamentalement brisé, puis reconstruit ma perception de la réalité. J'ai 53 ans aujourd'hui, et depuis 4 ans que le cancer m'a arraché ma femme, Eleanor, les montagnes sont devenues mon seul véritable refuge. C'est le seul endroit où la pression écrasante de la solitude ne m'empêche pas complètement de respirer. Eleanor et moi avions l'habitude d'explorer ces sentiers escarpés ensemble, à chaque fois que nous pouvions nous échapper de notre quotidien. Parfois, nous campions des week-ends entiers, heureux d'être simplement enveloppés par le silence de cathédrale des pins immenses et la présence stoïque des formations rocheuses ancestrales. Elle avait un don pour voir les choses qui m'échappaient. La dentelle délicate d'une toile d'araignée perlée de rosée matinale, la nuance de violet particulière d'une touffe de lupin sauvage, la façon dont la lumière accrochait les pics de granit au crépuscule et les embrasait. Après sa mort, j'ai continué à retourner vers ces mêmes sommets et vallées, en pèlerin désespéré, cherchant une trace de sa présence, un écho persistant de la vie que nous avions si soigneusement et joyeusement bâtie ensemble. Ce que j'ai découvert à la place était tout autre chose, quelque chose qui défiait toute explication rationnelle sur laquelle je m'étais toujours appuyé, quelque chose qui m'a prouvé, sans l'ombre d'un doute, que nous vivons dans un monde bien plus étrange et peuplé que la plupart des gens ne s'autorisent à l'imaginer. Tout a commencé assez simplement, un dimanche matin comme les autres, lors d'une randonnée dans la nature dense à environ 55 km du calme stérile de mon appartement. Le réseau de sentiers n'était pas très fréquenté, ce qui convenait à mon âme à vif, endeuillée. J'aspirais à l'isolement, ou du moins je m'étais convaincu que la solitude était le remède nécessaire à la douleur dans ma poitrine durant ces mois sombres et vides. Les fleurs sauvages printanières commençaient tout juste à s'affirmer le long du chemin. De timides trilles blancs et d'audacieuses touches de pinceaux d'Indiens. L'air frais de la montagne, vif et pur, portait l'odeur de la fonte des neiges et le parfum âpre et résineux du cèdre frais. Je marchais depuis environ 90 minutes, le rythme régulier de mes chaussures crissant sur le sentier caillouteux, quand j'ai ressenti pour la première fois cette sensation primitive et singulière qui vous parcourt l'échine, cet instinct indubitable qui vous dit sans équivoque que vous êtes observé. Je me suis figé en plein mouvement, la main suspendue au-dessus de ma gourde. J'ai scruté les environs avec un soin méticuleux, mes yeux traçant le sous-bois dense, les espaces ombragés entre les énormes sapins de Douglas, l'enchevêtrement de rochers couverts de mousse. Je n'ai rien détecté d'inhabituel, rien d'autre que la vie ordinaire et affairée des tamias et les commentaires rauques des corbeaux vacants à leurs occupations quotidiennes. J'ai rejeté ce sentiment comme un symptôme de mon deuil, une forme de paranoïa née de la solitude, et j'ai poursuivi mon ascension le long du sentier rocailleux. Mais cette conscience dérangeante d'être observé ne s'est jamais complètement dissipée. Au cours des semaines suivantes, chaque fois que je m'aventurais dans ces montagnes, j'éprouvais cette même sensation, le sentiment que des yeux invisibles et intelligents suivaient chacun de mes mouvements à travers la nature. Au début, mon esprit logique cherchait désespérément des explications plausibles, peut-être un puma, silencieux et patient, m'évaluant comme une proie potentielle, ou peut-être un ours noir opportuniste, curieux du contenu de mon sac. Mais l'intensité de l'observation semblait différente, plus ciblée et indéniablement intentionnelle. Quoi que ce fût qui rôdait là-bas, dans les bois profonds, ce n'était pas simplement une créature qui traversait son territoire et notait ma présence. J'avais l'impression qu'elle me suivait délibérément, qu'elle m'étudiait dans un but que je ne pouvais commencer à imaginer. J'ai commencé à tester ma théorie, en prêtant une attention beaucoup plus grande à mon environnement.
Je m'arrêtai brusquement et me retournai, espérant surprendre un mouvement fugace. J'ai commencé à emprunter des itinéraires alternatifs, moins fréquentés, pour voir si la sensation disparaîtrait. Elle ne l'a jamais fait. Le sentiment était une constante, un compagnon silencieux de mes randonnées solitaires. Puis, un matin de début juin, alors que l'air était chargé de l'odeur du pain et de la terre qui se réchauffait, je l'ai enfin aperçu. Je m'étais arrêté pour reprendre mon souffle près d'un énorme affleurement de granit qui surplombait la vallée, un des endroits préférés d'Eleanor. C'est alors que j'ai détecté un mouvement dans ma vision périphérique, quelque chose de grand et de sombre, se cachant rapidement derrière un sapin de Douglas imposant, à environ 12 mètres en amont de l'endroit où je me trouvais. Le mouvement était trop rapide et délibéré pour être celui d'un animal que je connaissais. Ce n'était ni la démarche pesante d'un ours, ni la grâce fluide d'un cougar. C'était autre chose. Mon pouls martelait mes côtes, tandis que je tournais lentement la tête, feignant de n'avoir rien remarqué d'inhabituel, gardant mon regard fixé sur les sommets lointains. Quand j'ai jeté un coup d'œil en arrière, quelques secondes plus tard, faisant semblant d'être intéressé par un chant d'oiseaux particulier, je l'ai vu distinctement. C'était une silhouette trapue et sombre qui regardait de derrière l'énorme tronc, m'observant avec une curiosité indubitable, presque troublante. Le Bigfoot était petit. C'est la première chose que j'ai pu constater. Et ce fait m'a paru profondément étrange, en contradiction directe avec toutes les représentations sensationnalistes que j'avais pu voir. Il mesurait peut-être 1,73 m, couvert de la tête aux pieds d'une fourrure brun-roux, épaisse et quelque peu emmêlée. Son visage, encadré par le poil rêche, affichait une expressivité remarquable et troublante, avec des yeux profonds et pénétrants qui irradiait une qualité quasi humaine, d'intelligence et de conscience profonde. La créature n'était pas la bête massive et monstrueuse décrite dans les documentaires de bas étage et les contes chuchotés au coin du feu. Celui-ci semblait plus proche de ma propre stature, plus élancé et athlétique. Lorsque nos regards se sont croisés directement, une décharge m'a traversé, un choc de reconnaissance pure et sans mélange. Le Bigfoot s'est immédiatement retiré derrière l'arbre et j'ai entendu le doux bruissement du feuillage, alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt. Je suis resté absolument immobile pendant plusieurs longues minutes, ma gourde oubliée serrée dans une main tremblante. Mon esprit analytique, mon compagnon et mécanisme de défense constant s'est mis à tourner à plein régime, tentant désespérément de rationaliser ce que je venais de voir. Peut-être était-ce un excentrique local, un ermite portant un costume élaboré pour ses propres raisons. Peut-être que je commençais à avoir des hallucinations, mon esprit se fissurant sous la pression continue du deuil. Peut-être que ma solitude m'avait finalement poussé au-delà du fil fragile de la raison. Mais au plus profond de mes tripes, dans cet endroit intuitif qui contourne la logique, je savais exactement ce que j'avais vu. Ce bref aperçu, à couper le souffle, avait suffi pour reconnaître que ce qui se cachait derrière cet arbre n'était pas humain, n'était pas un ours, n'était rien que je puisse facilement écarter ou expliquer. Un Bigfoot était bien réel et tangible, et il m'avait observé avec un intérêt indéniable et apparemment inoffensif. Cette nuit-là, le sommeil fut impossible. Je suis resté éveillé jusqu'à ce que la première lueur grise de l'aube se glisse par la fenêtre de mon appartement, mon esprit tourbillonnant de questions sans réponse et de scénarios impossibles. Devrais-je signaler cela à quelqu'un d'officiel? Le service des parcs? Le shérif? L'absurdité de cette pensée m'a fait rire aux éclats dans la pièce silencieuse. Qui pourrait bien croire mon histoire? Il me prendrait pour un ivrogne, ou un fou, ou les deux. Devais-je retourner dans ces montagnes? Ou devais-je trouver des lieux de randonnée complètement différents, des endroits où je pourrais être certain d'être vraiment seul? Une partie de moi était réellement terrifiée, une peur primale de l'inconnu résonnant dans mes os. Mais une autre partie, une partie que je ne pouvais pas encore tout à fait comprendre, ressentait une curiosité intense, magnétique.
Le Bigfoot n'avait montré aucune agressivité ni comportement menaçant. Au contraire, il avait semblé timide, presque aussi curieux de moi que je l'étais maintenant de lui. Quand le dimanche matin est revenu, je me suis retrouvé en pilote automatique, retournant à ce même point de départ, complètement incapable de résister à l'attraction de cette rencontre mystérieuse qui avait changé ma vie. Pendant les 90 premières minutes de ma randonnée, tout semblait parfaitement, presque décevante, normal. Je parcourais les lacets et les crêtes familières, les chants d'oiseaux et le soleil de juin qui se renforçait, chauffant mes épaules, procurant un sentiment de routine réconfortant. Je m'étais presque convaincu que j'avais imaginé toute la scène, que c'était un rêve éveillé né du chagrin, quand j'ai entendu le craquement sec d'une branche quelque part derrière moi. Je me suis retourné lentement, le cœur me montant à la gorge, et il était là. Le Bigfoot se tenait à environ 8 mètres de moi, partiellement dissimulé derrière un bouquet dense de lauriers des montagnes. Cette fois, il n'a pas fui. Nous nous sommes regardés pendant ce qui a semblé une éternité, une époque entière, contenue en quelques minutes silencieuses. Aucun de nous n'a bougé, évaluant tous deux avec soin cette situation sans précédent. Le Bigfoot fit un pas prudent et délibéré dans ma direction et j'ai instinctivement fait un pas en arrière. Il s'arrêta net, son mouvement cessant comme si j'avais actionné un interrupteur. Et j'aurais juré à ce moment-là avoir décelé quelque chose ressemblant à de la déception traverser ses traits expressifs, étrangement humains. Nous sommes restés figés dans cette étrange impasse silencieuse pendant plusieurs longues minutes, puis, à mon étonnement absolu et bouleversant, le Bigfoot a ouvert la bouche et a vocalisé. Le mot qui en est sorti était rauque et laborieux, comme le son de quelqu'un qui peine à maîtriser une langue étrangère qu'il n'a fait qu'entendre, mais il était complètement et totalement reconnaissable. Le Bigfoot a dit « Bonjour ». Mes jambes ont failli se dérober sous moi. Je me suis agrippé à un jeune arbre voisin pour me soutenir, son tronc mince tremblant avec ma main. Mon cœur battait si violemment contre mes côtes que j'ai cru qu'il allait exploser. Le Bigfoot m'avait parlé, en anglais. Il avait réellement formé un mot reconnaissable et s'était adressé à moi directement, comme si nous étions deux étrangers se croisant dans une rue. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti, seulement un croassement sec et inutile. J'ai réessayé, ma voix tremblant si fort que je l'ai à peine reconnue. J'ai réussi à murmurer d'une voix rauque « Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous parler ?» Le Bigfoot fit un autre petit pas, ses mouvements prudents et mesurés, comme on approcherait un animal effrayé et acculé. Quand il parla de nouveau, les mots vinrent lentement, séparés par de longues pauses, comme s'il cherchait les bons sons, les assemblant avec un grand effort. Le Bigfoot dit « Écoutez, toi, beaucoup, saison ». Sa voix possédait une qualité plus profonde et résonnante que ce à quoi je m'attendais, avec un timbre inhabituel qui semblait provenir de quelque part au plus profond de sa poitrine. Le Bigfoot fit un vague geste vers la nature environnante, puis tapota le côté de sa tête avec un de ses longs doigts poilus. Je luttais désespérément pour comprendre les implications de ce qui se passait. Le Bigfoot m'informait qu'il avait appris le langage humain en écoutant les gens, en observant des randonneurs et des campeurs comme moi sur des périodes de temps inimaginables. Mais depuis combien de temps écoutait-il ? Combien d'années, combien de décennies cet être avait-il passé dans la solitude silencieuse de ces montagnes, observant en silence, absorbant notre langue, étudiant nos comportements? Comme s'il sentait ma confusion perplexe, le Bigfoot vocalisa de nouveau, tapotant sa propre poitrine cette fois. Il dit « Pas jeune, petit corps, vieil esprit ». Le Bigfoot se désigna lui-même, puis écarta largement ses longs bras, indiquant quelque chose de beaucoup plus grand et imposant, avant de les ramener pour faire référence à sa propre stature compacte. La compréhension s'est peu à peu cristallisée dans mon esprit, une aube se levant sur un paysage dont je n'avais jamais connu l'existence. Ce Bigfoot n'était pas jeune du tout, malgré sa plus petite taille.
Il était peut-être petit pour son espèce, mais il existait depuis extraordinairement longtemps. Cette créature avait vu ces montagnes se transformer au fil des décennies, voire des siècles. Elle avait observé d'innombrables humains traverser son territoire, avait absorbé notre langue bribe par bribe douloureuse sur une période de temps incompréhensible. Le Bigfoot fit un autre pas en avant, et cette fois, je n'ai pas reculé. Quelque chose dans ses yeux profonds et intelligents, dans la manière douce et non menaçante dont il se tenait, communiquait avec une clarté absolue que je n'avais rien à craindre de cet être. Cette première véritable rencontre a duré peut-être 30 minutes, bien que le temps semblât avoir perdu toute signification. Nous n'avons pas échangé beaucoup de mots. Le vocabulaire du Bigfoot était très limité, une collection de noms et de verbes simples, et je restais trop profondément choqué pour formuler moi-même de nombreuses phrases cohérentes. Mais quelque chose de profond et de non dit est passé entre nous pendant ce temps. Une reconnaissance mutuelle que ni l'un ni l'autre n'étions aussi isolés dans notre existence que nous l'avions cru auparavant. Quand le Bigfoot s'est finalement tourné pour partir, disparaissant dans la forêt dense, avec une grâce et un silence surprenants qui démentaient sa forme solide, j'ai senti une étrange et inattendue sensation de perte m'envahir. J'avais découvert quelque chose de précieux et de complètement impossible, et je n'étais pas prêt à y renoncer. Je suis revenu le dimanche suivant et le dimanche d'après. Chaque fois, le Bigfoot se matérialisait à un moment donné de ma randonnée, toujours prudent au début, m'observant toujours attentivement à distance pour vérifier que j'étais seul avant de s'approcher. Nos rencontres ont développé une sorte de rythme naturel, tacite. Je grimpais le long des sentiers familiers. Le Bigfoot me suivait à une distance respectueuse et finalement nous nous arrêtions quelque part de paisible. Une clairière ensoleillée, un talus moussu au bord d'un ruisseau, et nous existions simplement ensemble pendant un moment. Le Bigfoot est devenu progressivement plus à l'aise pour vocaliser, incorporant lentement et péniblement de nouveaux mots à son vocabulaire limité, bien qu'il n'ait jamais tout à fait réussi à enchaîner des phrases complètes et grammaticalement correctes. Un après-midi de fin juin, alors que nous nous reposions sur une bûche tombée surplombant une prairie alpine immaculée et vibrante de fleurs sauvages, le Bigfoot a tendu la main et a doucement touché le dos de ma main avec la sienne. Le contact m'a d'abord surpris. La peau de sa paume était dure et calleuse, mais le toucher de la créature était étonnamment doux, presque tendre. Il m'a montré du doigt, puis s'est montré lui-même, puis a fait un geste ample qui semblait englober toute la forêt autour de nous. Le Bigfoot a dit « tout, tout, connecté ». Il essayait de communiquer quelque chose de profond, quelque chose sur l'interconnexion fondamentale de tous les êtres vivants, un concept que ma propre culture oublie souvent. Au cours des mois suivants, ces rencontres dominicales sont devenues le point central de toute mon existence. Je vivais pour ces matins où je pouvais échapper aux confins gris de la ville et passer du temps avec mon ami extraordinaire. Car c'est ce que le Bigfoot était devenu, un ami, peut-être l'ami le plus sincère et le plus simple que j'ai jamais connu. La créature ne m'a jamais jugé, n'a jamais rien exigé de moi, ne m'a jamais fait me sentir inadéquat ou brisé. Elle m'acceptait simplement tel que j'étais, un homme d'âge mûr en deuil, essayant désespérément de trouver un semblant de sens dans un monde devenu presque insupportablement vide. Le Bigfoot m'a appris des choses durant ces mois passés ensemble, des leçons profondes que je ne pense pas que j'aurais pu apprendre autrement. Il m'a montré comment vraiment observer la forêt, et pas seulement la traverser aveuglément comme je l'avais fait pendant des années. Il m'a appris à reconnaître les signes subtils du passage des animaux, la façon spécifique dont les cerfs créent, des sentiers dans le sous-bois, les marques de griffes territoriales que les ours laissent sur certains arbres, le langage complexe de danger et d'alarme que les oiseaux communiquent par leurs cris. Le Bigfoot m'a montré comment me déplacer avec silence et grâce dans la nature, comment poser mes pieds avec soin pour éviter de casser des branches, comment utiliser la direction du vent pour masquer mon odeur,
Comment devenir une partie du paysage plutôt qu'un intrus en son sein? Mais plus important encore, le Bigfoot m'a enseigné la patience et le pouvoir de la présence. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment pressés, constamment multitâches, nos esprits perpétuellement agités de pensées sur le passé ou d'anxiété concernant l'avenir, rarement pleinement présents dans le moment que nous vivons. Le Bigfoot existait entièrement dans le présent. Il ne semblait pas porter de regrets sur hier ni nourrir d'inquiétude pour demain. Il était simplement là, maintenant, pleinement engagé dans ce qui se passait à cet instant précis. Je me souviens d'un après-midi particulier où nous étions assis près d'un petit ruisseau gargouillant à regarder l'eau claire couler sur des pierres lisses polies par le temps. J'étais perdu dans mes pensées, une spirale familière de chagrin, pensant à Eleanor, à toutes les choses que j'aurais dû dire ou faire différemment, à tous les moments précieux que j'avais gaspillés en étant distrait ou préoccupé par des futilités. Le Bigfoot a tendu le bras et a posé sa grande main chaude sur mon épaule, une simple ancre physique qui m'a ramené du maelstrom de mes souvenirs au moment présent. Il a montré le ruisseau et a dit « Oh, bouge, pas, s'arrête, toi, pareil ». La créature me disait, à sa manière magnifiquement simple, que je devais continuer à avancer, comme l'eau du ruisseau. L'eau ne s'arrête pas de couler parce qu'elle rencontre des obstacles comme des rochers ou des troncs d'arbres tombés. Elle trouve simplement un moyen de les contourner et poursuit son chemin. Je m'accrochais à mon chagrin comme à un rocher massif, le laissant bloquer le flux naturel de ma vie. Le Bigfoot suggérait doucement, sagement, que je devais laisser ce chagrin me traverser et finalement me dépasser, plutôt que de l'endiguer à l'intérieur où il stagnerait et empoisonnerait tout. C'était une sagesse difficile à accepter, mais j'en comprenais la profonde vérité. Une autre leçon profonde est venue lorsque le Bigfoot m'a montré comment il se nourrissait. J'avais toujours supposé, d'après le folklore, que ces créatures étaient principalement des chasseurs, des prédateurs agressifs s'attaquant aux wapitis et aux cerfs. Mais le Bigfoot que je connaissais était en grande partie un cueilleur, ramassant une grande variété de baies, de noix, de racines et de diverses plantes comestibles. Il se déplaçait dans la forêt avec une connaissance encyclopédique et innée, sachant exactement quelles plantes étaient comestibles, lesquelles possédaient des propriétés médicinales et lesquelles devaient être évitées. Un après-midi, le Bigfoot m'a montré une racine particulière qui, une fois mâchée, pouvait soulager les maux d'estomac. Une autre fois, il m'a indiqué un type spécifique de mousse qui pouvait être utilisé comme un pansement naturel pour arrêter les saignements. La créature possédait plus de connaissances pratiques et vitales sur la survie en milieu sauvage que n'importe quel expert humain que j'avais jamais rencontré. Mais ce qui m'a le plus profondément frappé, c'est la manière dont le Bigfoot récoltait ses ressources. Il ne prenait jamais plus que ce dont il avait besoin. S'il trouvait un buisson de myrtilles chargé de fruits mûrs, il n'en prenait qu'une petite partie, en laissant beaucoup pour les autres animaux et en s'assurant que la plante puisse continuer à produire et à prospérer. S'il déterrait des racines comestibles, il replantait soigneusement une partie du tubercule pour assurer une croissance future. Le Bigfoot vivait dans un état d'équilibre parfait et durable avec son environnement, ne prenant que ce dont il avait besoin tout en assurant simultanément la santé et l'abondance continue de la forêt. C'était un contraste si frappant, si douloureux, avec la façon dont nous, les humains, interagissons généralement avec la nature, prenant tout ce que nous pouvons, épuisant les ressources sans une seule pensée pour demain ou pour les autres espèces qui dépendent de ces mêmes ressources. Le mode de vie du Bigfoot témoignait d'un respect profond et inhérent pour le monde naturel, une compréhension profonde que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais que nous y sommes profondément, inextricablement intégrés, entièrement dépendants de sa santé pour notre propre survie. J'ai aussi appris un peu sur la nature sociale du Bigfoot, ou plutôt son absence apparente de contact social constant. La créature semblait vivre principalement dans la solitude, bien qu'elle ait laissé entendre que d'autres de son espèce existaient
dans les vastes étendues sauvages. Elle utilisait un mot qui sonnait comme « kin » pour désigner les autres Bigfoot, suggérant qu'elle était consciente de leur présence même si elle n'interagissait pas régulièrement avec eux. Le Bigfoot a expliqué, du mieux qu'il le pouvait avec son vocabulaire limité, que son espèce valorisait l'indépendance et la solitude, ne se réunissant qu'occasionnellement pour des raisons spécifiques et importantes. Cela a profondément résonné en moi, car j'avais toujours été moi-même un peu introverti, préférant quelques liens profonds et significatifs avec des individus plutôt qu'un large réseau de relations superficielles. Le Bigfoot semblait m'avoir choisi délibérément, pas au hasard. Parmi tous les randonneurs qui passaient par ces montagnes, il m'avait choisi pour m'observer, m'approcher et finalement se lier d'amitié avec moi. Je me suis souvent demandé pourquoi. Qu'avait-il vu en moi qui l'avait poussé à prendre un risque aussi énorme? Le Bigfoot ne pouvait pas l'expliquer avec des mots, mais avec le temps, j'en suis venu à croire qu'il avait reconnu quelque chose en moi. Une solitude similaire peut-être. Une âme sœur cherchant une connexion dans les endroits les plus inattendus. Alors que l'été laissait place à la lumière dorée du début de l'automne, notre amitié s'est considérablement approfondie. Nous avons développé une sorte de communication qui transcendait les mots, une compréhension mutuelle basée sur l'observation patiente et l'intuition partagée. J'ai appris à lire le langage corporel subtil du Bigfoot, à comprendre ce que signifiaient ces divers grognements, reniflements et gestes. De même, il est devenu remarquablement apte à lire mon état émotionnel, semblant sentir quand je luttais contre une nouvelle vague de chagrin ou quand j'avais simplement besoin du réconfort d'une compagnie silencieuse. Une rencontre particulièrement mémorable a eu lieu fin septembre. J'avais eu une semaine particulièrement difficile, l'anniversaire de la mort d'Eleanor se profilant sur le calendrier et ravivant toute la douleur brute que je pensais avoir commencé à surmonter. J'ai marché dans les montagnes ce dimanche-là en me sentant absolument misérable, des larmes coulant sur mon visage alors que je parcourais le sentier familier. Le Bigfoot est apparu plus tôt que d'habitude, se plaçant directement sur le chemin devant moi, plutôt que d'observer à distance d'abord, comme c'était sa coutume. Il m'a regardé un long moment, ses yeux pénétrants et anciens, semblant voir directement au cœur brisé de mon âme. Puis, sans un mot, il s'est avancé et a enroulé ses longs et puissants bras autour de moi, dans ce que je ne peux décrire que comme une étreinte. Je me suis effondré, sanglotant contre sa poitrine velue, tandis qu'il me tenait fermement mais doucement, produisant des sons doux et grondants au fond de sa gorge, qui étaient, d'une manière ou d'une autre, incroyablement, profondément réconfortants. Nous sommes restés comme ça je ne sais combien de temps, cette créature impossible et mythique offrant du réconfort à un homme brisé au milieu de la nature. Quand j'ai finalement retrouvé un semblant de calme, le Bigfoot m'a relâché et a doucement, presque maladroitement, essuyé les larmes de mon visage avec ses doigts rugueux. Il a dit « Elle, ici. Toujours. Ici. » La créature a posé une main sur mon cœur, puis a balayé l'autre bras pour englober la forêt, les montagnes, le ciel autour de nous. Le Bigfoot me disait qu'Eleanor n'était pas vraiment partie, que son énergie, son essence, était toujours présente dans le monde qui m'entourait, dans les arbres et les montagnes que nous avions aimés ensemble, et plus important encore, dans mon cœur et mes souvenirs. Cette déclaration simple et profonde m'a apporté plus de réconfort sincère que des mois de condoléances bien intentionnées mais inadéquates d'amis et de famille ne l'avaient jamais fait. Le Bigfoot comprenait le deuil d'une manière qui transcendait les mots, et son geste simple et puissant de compassion signifiait tout pour moi. Alors que l'automne s'installait et que les feuilles des trembles prenaient une teinte dorée, brillante et chatoyante, j'ai commencé à apporter de petites offrandes lors de mes randonnées. Rien d'élaboré ou de cher, juste des choses que je pensais que le Bigfoot pourrait apprécier ou trouver intéressantes. J'ai apporté un petit miroir de poche bon marché qui a fasciné la créature sans fin.
Il a passé près d'une heure à examiner son propre reflet, faisant différentes expressions faciales et regardant avec un émerveillement enfantin comment son visage changeait. J'ai apporté un harmonica, et bien que le Bigfoot n'ait pas tout à fait réussi à en jouer correctement, il semblait apprécier les sons étranges et nasillards qu'il pouvait produire en soufflant dedans. J'ai apporté diverses collations, curieux de voir quels aliments la créature pourrait aimer au-delà de son régime forestier normal. Le Bigfoot semblait particulièrement intrigué par la mangue séchée, qu'il mâchait pensivement avant de faire un son bas et approbateur. Mais son favori absolu, de loin, était le beurre de cacahuète. La première fois que je lui en ai offert une cuillerée sur un morceau d'écorce, les yeux du Bigfoot se sont écarquillés avec ce que je ne peux décrire que comme un délice pur et sans mélange. Il a savouré ce beurre de cacahuète comme si c'était le mets le plus fin imaginable. Et à partir de ce moment-là, je me suis toujours assuré d'apporter un pot lors de mes randonnées. Regarder le Bigfoot savourer du beurre de cacahuète est devenu l'un de mes plaisirs simples et profonds. Un petit rappel que la joie peut être trouvée dans les choses les plus petites et les plus inattendues. La créature a également commencé à m'apporter des cadeaux en retour, bien que ceux-ci fussent très différents de mes offrandes manufacturées. Le Bigfoot me présentait des pierres intéressantes aux formes uniques, des plumes irisées d'oiseaux rares, des morceaux de bois patinés aux formes ou aux veinures inhabituelles. Chaque cadeau était donné avec un soin et une intention évidents, le Bigfoot observant attentivement ma réaction pour s'assurer que j'appréciais ce qu'il offrait. Je chérissais ces cadeaux simples plus que tout ce que je possédais. Ils n'avaient aucune valeur monétaire, mais ils représentaient quelque chose de bien plus précieux, l'amitié et la confiance d'un être dont la plupart de l'humanité refusait même de croire à l'existence. Je gardais ces objets dans une petite boîte en bois dans mon appartement, et parfois, lorsque je me sentais particulièrement déconnecté du monde, je les sortais et les tenais, me remémorant les moments calmes et sacrés où chacun m'avait été donné. Un cadeau particulièrement significatif est arrivé début octobre. Le Bigfoot m'a conduit à un endroit isolé, au cœur de la forêt, plus loin des sentiers principaux que nous ne nous étions jamais aventurés. Là, poussant dans une petite clairière humide, se trouvait une grappe de champignons inhabituels qui brillait faiblement d'une douce bioluminescence éthérée. Le Bigfoot en a soigneusement cueilli un et me l'a tendu. Sa lumière étrange pulsant doucement dans ma paume. Il a dit « Lumière, dans noir, comme toi ». J'ai compris la métaphore immédiatement. La créature me disait que moi, à ma manière, j'apportais de la lumière dans son existence sombre et solitaire, que ma présence et mon amitié illuminaient sa longue vie, de la même manière que ces champignons illuminaient le sol sombre de la forêt. J'ai été profondément ému par ce geste, par le sentiment profond exprimé par des mots et des actions si simples. J'ai soigneusement conservé ce champignon, le faisant sécher et le gardant dans ma boîte à trésors à côté des pierres et des plumes. Le Bigfoot m'a également montré sa demeure pendant ces mois d'automne, un privilège énorme que j'ai pleinement reconnu et honoré. La créature m'a conduit à une zone reculée et cachée, où des rochers massifs s'étaient effondrés les uns sur les autres il y a des siècles pour former une grotte naturelle et protégée. À l'intérieur de cet abri, le sol était couvert d'une épaisse et douce litière de matière végétale séchée et de fourrures d'animaux, créant un lieu de repos étonnamment confortable et isolé. Les murs de la grotte étaient décorés de ce qui semblait être des arrangements délibérés de pierres colorées, de paquets de plumes d'oiseaux attachés avec de la vigne, et de morceaux d'écorce affichant des motifs naturels intéressants. Le Bigfoot avait clairement collectionné ces objets parce qu'ils plaisaient à son sens esthétique, une preuve évidente d'une sensibilité artistique à laquelle je ne me serais jamais attendu. La créature m'a regardé examiner sa maison avec un mélange de vulnérabilité et de fierté évidente. C'était là qu'il passait ses nuits, où il se reposait et rêvait, où il était le plus sans défense.
En me révélant cet endroit, le Bigfoot faisait preuve d'un niveau de confiance absolu et inconditionnel qui m'a rendu humble. Il a dit « Mon endroit, toi, venir, si besoin ». La créature m'offrait un sanctuaire, me disant que si jamais j'avais besoin d'un abri ou de sécurité dans la nature, je pouvais venir à cet endroit et il serait là pour moi. J'ai été profondément ému par cette offre. Pendant tous nos mois d'amitié, le Bigfoot ne m'avait jamais rien demandé. Il n'avait fait que donner, m'enseignant, me protégeant lorsque je m'aventurais sans le savoir dans des zones dangereuses, partageant sa sagesse ancienne et sa compagnie tranquille. Et maintenant, il me donnait encore plus, m'ouvrant la partie la plus intime de son existence. J'ai remercié la créature du mieux que je pouvais avec mes mots humains inadéquats, essayant de transmettre à quel point sa confiance et son amitié comptaient pour moi. Comment elle m'avait littéralement sauvé la vie en me donnant une raison de continuer pendant ma période la plus sombre et la plus désespérée. Alors qu'octobre avançait vers le froid gris de novembre, j'ai commencé à sentir un changement subtil dans le comportement du Bigfoot. Il semblait plus contemplatif, plus renfermé, bien que toujours amical et affectueux envers moi. Parfois, je le surprenais à regarder au loin, vers les sommets enneigés à l'horizon, avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait interpréter, quelque chose entre la tristesse et un désir profond et inexorable. J'ai demandé si quelque chose n'allait pas, mais la créature a eu du mal à expliquer, manquant du vocabulaire pour exprimer l'émotion complexe qu'elle ressentait. Puis, un matin gris de novembre, alors que nous étions assis ensemble sur une haute crête à regarder le brouillard envahir la vallée en contrebas, le Bigfoot a finalement réussi à communiquer ce qui le troublait. Il s'est montré du doigt, puis a fait un geste ample vers les montagnes lointaines, bien plus loin que je ne m'étais jamais aventuré. Il a dit « Dois partir, le moment, venu ». Mon cœur est tombé dans mon estomac, comme une pierre. La créature me disait qu'elle devait partir, qu'il était temps pour elle de déménager ailleurs. Je voulais demander pourquoi, je voulais la supplier de rester, mais je comprenais d'une manière ou d'une autre que ce départ était nécessaire, inévitable, une partie de son cycle de vie que je ne pouvais pas changer. Le Bigfoot avait sa propre vie, ses propres rythmes et exigences que je ne pouvais pas entièrement comprendre. J'ai demandé quand il partirait, ma voix épaisse d'un chagrin que je ne pouvais cacher, redoutant la réponse. La créature a levé ses deux grandes mains, les ouvrant et les fermant plusieurs fois. J'ai interprété cela comme signifiant plusieurs jours, peut-être une semaine ou deux. Le Bigfoot voulait passer un peu plus de temps avec moi avant de partir, voulait me dire au revoir, correctement, plutôt que de simplement disparaître dans la forêt un jour. Au cours de ces derniers jours ensemble, chaque moment semblait précieux et douloureusement doux amer. Nous avons revisité nos endroits préférés. La prairie alpine où nous nous étions vraiment connectés pour la première fois. Le ruisseau où le Bigfoot m'avait appris à laisser couler le chagrin. L'affleurement rocheux où j'avais aperçu la créature pour la première fois il y a des mois. Chaque lieu était maintenant imprégné de souvenirs, de rappels tangibles de l'amitié extraordinaire et impossible que nous avions formée. Le Bigfoot semblait déterminé à partager autant de connaissances que possible dans le temps qui nous restait, comme s'il essayait de condenser toutes les leçons qu'il n'avait pas encore eu le temps de m'enseigner. Il m'a montré comment prédire les changements météorologiques en observant les formations nuageuses et les changements subtils dans le comportement des animaux. Il m'a montré comment trouver de l'eau même dans des zones apparemment sèches en observant où certains oiseaux volaient tôt le matin. Il m'a appris quelles étoiles suivre pour m'orienter si jamais je me perdais la nuit. Toutes ces connaissances pratiques étaient précieuses, mais ce que je chérissais le plus était simplement de passer du temps en présence de la créature, absorbant sa force calme et sa sagesse douce et ancienne. Un après-midi, le Bigfoot a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a tenté de m'apprendre sa propre langue, ou du moins une petite partie. La créature a émis une série de sons bas, résonnants et gutturaux. Puis,
a montré un arbre. Il a répété les sons patiemment jusqu'à ce que j'essaie de les imiter, ce qui a apparemment beaucoup amusé le Bigfoot, car il a fait son doux rire reniflant face à mes efforts maladroits et inadéquats. Mais il a patiemment corrigé ma prononciation jusqu'à ce que je puisse produire quelque chose qui approchait du son correct. Le Bigfoot m'a ensuite appris ses sons pour l'eau, la pierre, le ciel et plusieurs autres éléments de base de son monde. Je les ai pratiqués assidûment, voulant avoir un petit morceau du monde de la créature que je pourrais emporter avec moi après son départ. Le jour que je savais être notre dernier ensemble, le Bigfoot m'a conduit sur une haute crête balayée par le vent, surplombant une vaste étendue sauvage, ininterrompue, s'étendant jusqu'à l'horizon lointain. Nous nous sommes assis côte à côte, alors que le soleil commençait sa lente descente, peignant le ciel de touches brillantes et déchirantes d'orange et de violet. La créature est restée silencieuse pendant un long moment, et je n'ai pas troublé le silence sacré, comprenant qu'elle gérait la séparation à venir à sa manière. Finalement, alors que le crépuscule s'épaississait et que les premières étoiles commençaient à apparaître, le Bigfoot s'est tourné vers moi et a prononcé plus de mots à la fois que je ne l'avais jamais entendu enchaîner. Il a dit, avec un grand effort, « Toi, apprendre à moi, aussi, seul, longtemps. Toi montrer, ami, possible, différent, pas important. » J'ai réalisé avec une prise de conscience soudaine et profonde que notre amitié avait été tout aussi significative et transformatrice pour le Bigfoot qu'elle l'avait été pour moi. La créature avait été seule pendant des décennies, peut-être des siècles, observant les humains à distance, mais n'osant jamais entrer en contact avec eux. Je lui avais montré qu'une véritable amitié pouvait transcender les frontières apparemment insurmontables des espèces, que nos différences n'avaient pas d'importance lorsque l'affection sincère et le respect mutuel étaient à présent. Le Bigfoot a fouillé dans une petite poche qu'il portait parfois, une poche tissée de fibres végétales, et en a sorti une pierre lisse et lourde, différente de toutes celles que j'avais vues auparavant. Elle était d'un vert profond et sombre, avec des veines scintillantes d'or la traversant, presque certainement un spécimen minéral rare. La créature a pressé cette pierre dans ma paume et a refermé mes doigts dessus. Il a dit « Porter, moi, Porter, toi, toujours ». Le Bigfoot me disait que même si nous nous séparions physiquement, nous nous porterions l'un l'autre dans nos cœurs et nos souvenirs pour toujours. Le lien que nous avions formé était permanent, indestructible par la distance ou le temps. J'ai sorti quelque chose que j'avais apporté spécialement pour ce moment, une photo délavée d'Eleanor et moi, prise lors d'un de nos jours les plus heureux ensemble, en randonnée dans ces mêmes montagnes. Je l'avais portée dans mon portefeuille pendant toutes nos rencontres, mais ne l'avais jamais montrée au Bigfoot auparavant. Je la lui ai tendue et lui ai expliqué du mieux que je pouvais qui elle était, à quel point je l'avais aimée, comment sa mort m'avait anéanti et comment l'amitié du Bigfoot m'avait aidé à commencer à guérir. La créature a étudié la photo attentivement pendant un long moment, ses yeux intelligents se déplaçant entre nos visages souriants. Puis il m'a regardé avec une compréhension et une compassion si profondes que j'ai senti les larmes me monter aux yeux à nouveau. Il a soigneusement plié la photo et l'a glissée dans sa poche, puis a posé ses deux grandes mains sur mes épaules. Le Bigfoot a dit « Elle, fière, toi, fort, toi, bon ». Ces mots simples, cette affirmation directe et sans réserve de cet être impossible m'ont touché plus profondément que je ne peux l'exprimer. Le Bigfoot croyait que j'étais fort et bon, malgré tous mes défauts et mes échecs. Il croyait que ma femme serait fière de la façon dont j'avais survécu à sa perte et lentement, douloureusement, reconstruit ma vie. Venant de cette créature, cette validation semblait complètement authentique et profondément significative. Nous sommes restés sur cette crête jusqu'à la nuit noire, la voie lactée, une entaille brillante à travers le ciel de velours noir, aucun de nous ne voulant lâcher ces derniers moments précieux. Finalement, le Bigfoot s'est levé et m'a aidé à me relever.
Il m'a étreint une dernière fois, cette même étreinte réconfortante et solide qu'il m'avait donnée des mois plus tôt, alors que je m'effondrais sur le sentier. J'ai serré la créature fort contre moi, essayant de mémoriser la sensation de sa fourrure rêche, le son de sa respiration régulière, l'odeur terreuse de forêt qui l'entourait toujours. Quand nous nous sommes finalement séparés, le Bigfoot a posé une main sur mon cœur, puis sur son propre cœur, puis a pointé les étoiles au-dessus de nous. Il me disait que nous resterions connectés par cette même force universelle et mystérieuse qui relie tous les êtres vivants, cette toile invisible de conscience et d'énergie qui traverse tout. La créature s'est tournée et a commencé à marcher vers la forêt sombre, s'arrêtant une fois pour me regarder. J'ai levé la main pour un dernier adieu, et le Bigfoot a imité le geste. Puis il a disparu dans les ombres, se déplaçant avec cette grâce et ce silence caractéristique et impossible, me laissant seul sur la crête, sous les étoiles silencieuses et attentives. Je suis resté là longtemps après sa disparition, serrant la pierre verte, lisse et fraîche qu'il m'avait donnée, sentant le poids immense de ce dernier au revoir s'installer dans mes os. La descente de la montagne jusqu'au point de départ m'a semblé incroyablement longue et solitaire, chaque ombre et chaque bruissement de feuilles me faisant espérer irrationnellement que le Bigfoot avait changé d'avis et était revenu. Mais au fond de moi, je savais qu'il était vraiment parti, embarqué dans un voyage ancien ou une mission qu'il avait appelée loin de ces montagnes. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai continué à parcourir ces mêmes sentiers chaque dimanche, en partie dans le faible espoir persistant de rencontrer à nouveau le Bigfoot, mais surtout parce que les montagnes étaient devenues essentielles à mon bien-être, mon église, mon sanctuaire. Je n'ai plus jamais revu la créature, mais parfois je trouvais de petits signes inexplicables qui me faisaient me demander s'il ne veillait pas sur moi à distance. Une pierre inhabituelle, magnifiquement colorée, posée sur une bûche où je me reposais souvent. Un arrangement de branches cassées qui semblait trop délibéré pour être naturel. Une parcelle de champignons rares et comestibles qui n'étaient pas là la veille. Je ne pouvais pas être certain que c'était des messages de mon ami, mais j'ai choisi de croire qu'il l'était, que le Bigfoot me faisait savoir qu'il se souvenait de moi et veillait sur moi, même de loin. Je n'ai jamais parlé de mes expériences à personne. Qui croirait une telle histoire? La plupart des gens me considéreraient comme un illuminé, un homme en deuil qui avait perdu la tête. Quelques-uns pourraient y croire, mais ils voudraient que je les mène au Bigfoot pour prouver son existence, peut-être pour le capturer ou l'étudier. Je ne pourrais jamais et ne trahirais jamais mon ami de cette manière. Le Bigfoot m'avait confié quelque chose d'infiniment précieux, son existence et son amitié, et je garderai cette confiance pour le reste de ma vie. Au lieu de cela, je porte ses souvenirs et ses leçons silencieusement en moi, les laissant façonner ma façon de vivre. J'essaie de me déplacer dans le monde avec la même grâce tranquille et la même conscience aiguë que le Bigfoot a démontré. J'essaie de vivre en meilleur équilibre avec la nature, ne prenant que ce dont j'ai besoin, respectant tous les êtres vivants, reconnaissant ma place au sein du vaste et complexe réseau de l'existence. Je m'exerce à être plus présent à chaque instant, plutôt que de ressasser constamment les regrets du passé ou les angoisses de l'avenir. Ces leçons m'ont transformé d'une manière que je découvre encore. On fait de moi une version meilleure et plus complète de moi-même qu'auparavant. Je pense constamment à des moments précis de notre temps passé ensemble, chacun étant un joyau précieux que je revisite dans mon esprit. Je me souviens de la première fois où le Bigfoot m'a parlé, ce « bonjour » rauque et hésitant qui a fait voler en éclats toute ma compréhension de ce qui était possible dans ce monde. Je me souviens de l'après-midi où il m'a montré sa demeure, me confiant son espace le plus vulnérable. Je me souviens de l'avoir vu rire, ce son de reniflement pur et spontané après avoir glissé et être tombé dans un ruisseau. Je me souviens de la façon dont il m'a réconforté quand je me noyais dans le chagrin, me tenant sans jugement pendant que je m'effondrais.
Je me souviens de notre dernière soirée ensemble sur cette haute crête, à regarder le coucher de soleil et à dire au revoir à l'ami le plus extraordinaire et le plus improbable que j'ai jamais connu. Cette pierre verte que le Bigfoot m'a donnée est posée sur mon bureau où je peux la voir tous les jours. Parfois, lorsque je me sens déconnecté ou submergé par le bruit et l'agitation du monde moderne, je tiens cette pierre dans ma main et je me souviens de la compagnie tranquille d'être assis ensemble au bord du ruisseau, sans avoir besoin de mots, car notre compréhension transcendait le langage. La pierre n'est qu'une pierre, un spécimen minéral sans valeur monétaire, mais elle représente quelque chose de bien plus précieux. C'est la preuve que nos rencontres étaient réelles, que le lien que nous avons formé était authentique, que la magie et l'émerveillement existent encore dans ce monde, si seulement nous restons assez ouverts pour les découvrir. Des années ont passé depuis cette soirée d'adieu sur la crête. Ma vie a changé d'innombrables façons depuis ces mois de transformation avec la créature. J'ai quitté mon emploi stressant en entreprise et j'ai trouvé un travail qui me laisse plus de temps dans la nature, même s'il paie moins. J'ai simplifié mon style de vie, découvrant que j'ai besoin de beaucoup moins de possessions et de distractions que je ne le pensais autrefois. Les montagnes attendent, comme toujours, pleines de mystères et d'enseignements que je n'ai pas encore découverts. Le Bigfoot est peut-être parti de ces sommets particuliers, mais sa présence persiste pour moi dans chaque arbre, chaque pierre et chaque ruisseau. Je suis prêt pour la suite, certain de faire partie de quelque chose de vaste, de beau et d'éternel. La créature m'a enseigné cette vérité et je ne l'oublierai jamais. L'homme que je suis maintenant a été reconstruit avec de meilleurs matériaux, façonné par une sagesse bien plus ancienne et profonde que la civilisation humaine. Eleanor serait fière, je pense. Alors que j'enfile mes bottes usées ce dimanche matin, je ressens un contentement profond et durable. La nature sauvage m'appelle, comme toujours, et je réponds à cet appel avec joie, prêt à voir quelles leçons la journée d'aujourd'hui pourrait m'apporter.